Dans le contexte de transition écologique, ce film met également en lumière l'importance du rôle que les nouvelles générations d'ingénieurs et d'architectes souhaitent jouer pour bâtir un avenir plus durable et équilibré. Pour prolonger cette réflexion et enrichir notre débat, nous avons le privilège d'accueillir ce soir des intervenants au parcours et expertise très variés. Chacun d'entre eux apportera son regard unique sur les défis de la construction en 2045. Je vous propose maintenant de découvrir celles et ceux qui vont nourrir nos échanges et partager leurs expériences autour de ces thématiques essentielles. Alors, on va commencer par Vincent Calbeau. Vincent, tu es une référence mondiale de l'architecture biomimétique et de l'urbanisme visionnaire. Tu as marqué les esprits avec ton projet de Paris Smart City 2050, imaginant des gratte-ciel végétalisés pour transformer la capitale. Est-ce que tu peux nous rejoindre ? En 2024, tu as livré à Taïwan la tour écologique Taozunyuan, couronnée par la prestigieuse certification LEED Platinum. Architecte, designer, auteur et conférencier, tu défends avec passion l'écologie urbaine et le climat, et tu fais partie des leaders du mouvement Solarpunk. Ton agence, basée à Paris, est reconnue par le Time Magazine comme l'un des cabinets les plus innovants au monde. Tu milites pour une architecture bioclimatique intégrant les énergies renouvelables, la biodiversité et l'agriculture urbaine, attentive aux matériaux biosourcés et recyclables. En 2023, tu as intégré le top 50 des architectes les plus écologiques au monde. Bref, tu inventes l'avenir avec optimisme et audace. J'essaye. Bonjour à tous. J'invite Élise Arnoux à nous rejoindre. Donc Élise, tu es architecte urbaniste. Tu as travaillé sur de nombreux projets avec CETEC au cours des différentes collaborations que tu as pu avoir dans différentes agences d'urbanisme. Et notamment, en ce moment, tu es associé chez Urbanica. Donc ton action se porte sur la transformation de la ville, qu'elle soit innervée par des projets d'infrastructures linéaires comme les tramways, ou sur des quartiers, donc des ZAC à Orléans. Voilà. Alors j'invite maintenant Anthony à nous rejoindre. Anthony Briand. Alors, donc, tu incarnes l'excellence et l'engagement au service de la ville et de la construction. Depuis 2022, tu diriges l'École nationale des ponts et chaussées. Après avoir été un ancien élève de l'École polytechnique et des ponts et obtenu un doctorat en économie. Tout au long de ta carrière, tu as relevé les défis du logement et de l'urbanisme. Au ministère de la Ville, à la direction de l'habitat, comme conseiller technique pour la construction durable, puis à la ville de Paris où tu as piloté la politique du logement. Tu connais sur le bout de doigt les enjeux de l'aménagement et de la construction durable. Dès tes débuts, tu as contribué à des rapports majeurs sur les quartiers sensibles et la rénovation urbaine. Aujourd'hui, tu inspires les nouvelles générations d'ingénieurs des ponts à inventer la ville de demain, plus responsable, plus humaine et plus durable. Et maintenant, c'est au tour de Soukaina de nous rejoindre. Soukaina Sidki. Soukaina, tu es ingénieur structure chez CETEC TPI depuis une dizaine d'années. Tu as travaillé sur de nombreux projets, essentiellement de tours de grande hauteur, et dont le plus célèbre, il faut dire, c'est la tour de Link, qui va prochainement être livrée. Et tu as aussi fait partie de cette communauté de gens au sein de CETEC très impliqués dans la transition environnementale. Donc, notamment, tu participes à la fresque du climat. Tu es animatrice. Et donc participe à ces nombreux ateliers qui ont lieu dans la société de façon régulière. Et nous invitons maintenant Stéphanie à nous rejoindre. Alors Stéphanie, tu es une experte reconnue en économie circulaire et en réemploi dans le secteur du bâtiment. Ingénieur architecte de formation, tu as rejoint CETEC Bâtiment en 2023
pour piloter les projets de déconstruction, de réhabilitation et de construction neuve, avec une obsession, donner une seconde vie aux matériaux et réduire l'empreinte carbone des ouvrages. Avec tes collègues de l'équipe D3R, tu accompagnes les territoires et les collectivités pour transformer leurs pratiques et accélérer la transition environnementale. Aujourd'hui, tu conçois et tu suis l'exécution de projets partout en France, tu crées des liens entre les disciplines et tu n'hésites pas à innover pour faire bouger les lignes du secteur. Ton engagement, bâtir autrement pour un avenir plus durable et responsable. Merci à tous. Donc le débat va plutôt se dérouler de la manière suivante. On a prévu un certain nombre de réactions de nos intervenants. Et puis, donc sur les thématiques suivantes, donc c'est comment vivrons-nous en 2045 ? On va donc se projeter dans quelques temps et aborder donc cette question d'abord sur la façon dont on va habiter ce monde, quels sont les modes de vie qu'on peut envisager. Et puis, donc, les axes par lesquels ça va s'exprimer, donc la transition numérique, la transition environnementale, les ingénieurs de demain. Donc, on va voir apparaître un certain nombre de verbatim des intervenants de ce film. Et donc, on va lire ce que ces personnes disaient et vous faire réagir par rapport à ça. Les personnes ont été prévenues, hein, je vous rassure. Et donc, en introduction, Bénédicte et moi, on avait eu l'inspiration assez commune et banale aujourd'hui de s'adresser au miroir de nos psychés, aujourd'hui société humaine, demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il pouvait nous dire de ce débat, si c'était un des intervenants. Donc j'ai un petit peu fait un prompt un peu long. Peux-tu me dire dans quel monde évoluerons-nous en 2045 ? Est-ce que cela impliquera pour les activités liées à l'aménagement des villes et des territoires en Europe et dans le monde ? Et là, il a été extrêmement bavard. Donc, j'ai eu un axe 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. En tant que pratiquant de ChatGPT, j'ai été assez surpris parce que vraiment, il avait beaucoup de choses à dire. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur toutes ces slides, mais juste donc, regarder ensemble celle-ci et qui traduit un peu ce qu'on a pu entendre pendant le film, notamment des visions un peu contradictoires, ou en tout cas qu'il va falloir concilier. Donc notamment sur cette question, on en a discuté avec ma chère collègue Audrey Zonco et Bénédicte, justement, qui voyaient dans le film, le montage par Nicolas, la question de la démographie. Voilà, en Europe, on sent qu'il y a un mouvement plutôt de décroissance, mais dans d'autres zones du monde, ça va être plutôt l'opposé. Et donc, on voit que ChatGPT met ça bien en lumière avec donc, des mégapoles ultra denses en Asie, en Afrique, puis des villes européennes qui vont être plus compactes. La question du climat qui va fondamentalement créer une série de chocs sur la façon dont nous vivons ce monde. Et la question de l'intégration de la nature. Donc, on est heureux d'avoir Vincent justement pour être justement quelqu'un qui propose une vision très claire de cette question-là. Bon, je suis allé jusqu'au bout, j'ai généré des images aussi, donc par continent. Donc là, c'est un peu, il a choisi lui-même ce style-là, assez graphique. Donc on est en Europe là. Ouais, bon, c'est bon. Là, il est parti beaucoup plus en délire. Donc Afrique 2045, vous voyez. Donc on est dans ce langage de ville dense avec l'intégration de la nature. J'ai vraiment pas demandé grand-chose. Hein. C'est venu, encore une fois, je trouve un peu l'effet miroir. Hein. On pose une question et il nous révèle sa vision. Alors voilà, en Asie, il a quand même donné un petit élément d'architecture locale, mais je trouve que voilà, si on pose la question aussi aux États-Unis, en Amérique plutôt, une espèce de composant universel, une espèce de style international de la ville du futur, comme pouvait parler Le Corbusier il y a bien longtemps, donc avec des grandes tours, des systèmes de monorail, des voitures autonomes, l'intégration de la nature. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite, Bénédicte, avec Audrey, justement. Nous allons repartir donc cette citation d'Audrey. Donc, à l'heure où la démographie mondiale s'accélère et où nos usages évoluent, comme le souligne Audrey, nous continuerons à imaginer et à bâtir des espaces de vie, de travail et des infrastructures de transport adaptées aux enjeux de demain. Alors là, je me tourne vers Élise. Élise, dans ce contexte, comment pouvons-nous repenser notre rapport au vivant en termes de lieu de vie, de travail et de transport ?
Merci, c'est une question intéressante. Je trouve que les images générées par ChatGPT, ça ne fait pas du tout rêver. On n'a pas du tout envie d'y être. Donc, va falloir trouver des solutions pour que ce ne soit pas comme ça. Je ne crois pas du tout à la technologie pour nous aider à résoudre nos problèmes. Et aujourd'hui, il y a à peu près 50% des gens qui vivent en ville. Les projections, c'est 3/4 des gens qui vivront en ville en 2045. Donc il faut les préparer. Au 19e siècle, la ville, enfin milieu du 19e siècle, c'était plutôt sur les espaces publics une ville assez hygiéniste, qui était opposée à la ville nature. Les routes, elles étaient en beau bitume, bien lisses. Les pelouses, elles étaient bien tondues, bien rases, avec que de l'herbe et surtout pas ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Les parcs, ils étaient bien fermés, bien clos. L'eau de pluie, elle allait directement dans les égouts, surtout on l'infiltre pas. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de changer. On y travaille collectivement avec les équipes de CETEC à changer ça. Il y a une vraie attente aujourd'hui sur la ville de retrouver une connexion à la nature. Mais il faut voir comment on le fait et comment on le fait bien pour que ce soit pérenne. Et comment on le fait bien pour contribuer à lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Alors c'est un travail sur les corridors écologiques. Il ne faut pas regarder la ville uniquement sur le petit projet, le petit quartier qu'on fait, comment ça se relie dans les grands corridors. C'est ce qu'on appelle la trame verte, la trame bleue, la trame noire. C'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. C'est aussi sur les sols vivants parce que la nature en ville, elle perdurera que si les sols sont vivants, que s'il y a l'apport hydrique et donc travailler sur l'infiltration de l'eau, travailler aussi sur la proximité de l'agriculture maraîchère et comment on intègre la nature, mais une nature utile et une nature vivante en ville. Au-delà de la nature, ce qu'il faut travailler aussi, et c'est là que ça rejoint les images de ChatGPT, c'est le rapport à notre lieu de vie, le rapport à la centralité et le rapport au temps dans la ville. Comment on travaille une ville à l'échelle humaine, comment on se déplace à l'échelle humaine. Et c'est là où il y a tout le travail qui se fait autour des pistes cyclables, auquel CETEC contribue bien. Quand on se déplace en vélo, on voit la ville et on a un autre rapport au temps que quand on se déplace sur une autoroute où on traverse les grandes contrées pour se retrouver tout d'un coup dans une autre dans un temps très rapide. Donc je pense qu'il faut qu'on change notre rapport au temps et notre rapport au lieu. C'est aussi travailler sur les infrastructures. Quand on fait des grandes infrastructures, on va en construire encore dans les années qui viennent, mais peut-être travailler aussi sur leur transformation. On connaît les usages qui sont aujourd'hui, les besoins qu'on a aujourd'hui. En 2045, on ne connaît pas complètement les usages qu'on aura dans la ville et comment on habitera la ville. Et donc, pour moi, il faut aussi intégrer dans notre conception comment on pourra les transformer à moyen, long terme. Et c'est vraiment prévoir les incertitudes de l'usage de demain, prévoir leur réversibilité. C'est aussi dans le fait qu'on ne sait pas exactement comment on vivra demain, prévoir des espaces d'appropriation et des espaces d'incertitude. Comment on se sent bien chez soi et comment on se sent bien dans un quartier. Il y a une attention aussi sur laquelle je voudrais porter l'attention, c'est les inégalités des territoires. Qu'il n'y ait pas d'un côté des gens qui vivent dans des beaux écoquartiers qui ont été bien refaits, qui ont des grands parcs, qui ont des immeubles bien isolés, et à côté d'autres qui ne l'auront pas été. Je prends l'exemple de Saint-Ouen sur lequel on travaille ensemble, où on a la ZAC des Docks, qui est le beau quartier. Il y a des grands espaces, il y a des nous dans les rues, il y a des arbres, mais on traverse un boulevard et là on est dans une cité mais catastrophique. C'est des grandes barres, les espaces publics c'est bitumé, il y a des voitures partout et c'est un autre monde alors qu'il y a juste un boulevard qui les sépare. Et alors on travaille dessus, mais on sait que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de freins à ces aménagements.
Et donc voilà, attention aux inégalités qu'on a dans les projets qu'on fait. Merci Élise. Vincent, prochaine réaction, donc c'est au tour de Raphaël Ménard qui nous invite à repenser notre façon de construire dans l'idée de cesser de construire de nouvelles choses, de gérer un stock pour entrer donc dans une logique de renouvellement et de transformation du bâti existant. Alors, c'est la fameuse question du jour. Doit-on vraiment arrêter de construire? Et si oui, qu'allons-nous construire demain, comment vas-tu, en tant qu'architecte visionnaire, réinventer la manière de concevoir et de bâtir pour répondre aux enjeux écologiques et sociétaux qui nous attendent? Merci pour cette large question. Tout d'abord, félicitations pour le film. Je pense qu'il devrait être vu par tous les adolescents de 16 ans qui se demandent comment ils vont combattre le dérèglement climatique. Je pense que ça apporte beaucoup de passion, beaucoup d'amour, et le tout peut être un peu parsemé de doutes, parce que oui, on ne sait pas vraiment comment on va faire, mais on va bien y arriver. J'aime toujours bien cette citation de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, et donc ils l'ont fait ». Plutôt que de répondre avec des phrases génériques en parlant de biosourcés, d'énergie renouvelable, de construction frugale et heureuse, je voudrais juste vous expliquer comment j'ai galéré pendant 15 ans pour réussir à livrer mon premier bâtiment. Moi, j'ai été diplômé en juin 2000, donc ça ne me rajeunit pas, il y a 25 ans. Et j'ai tout de suite compris, suite au discours d'Al Gore, de Nicolas Hulot, de Yann Arthus Bertrand, des premiers rapports du GIEC, que je pouvais utiliser l'architecture et l'ingénierie comme médium pour essayer de réparer, à ma petite échelle, le climat. Et donc, je suis d'origine belge, et donc j'ai toujours adoré la science-fiction, et j'ai toujours préféré un beau dessin plutôt qu'un long discours. Et donc, de 2000 à 2010, j'ai dessiné des villes flottantes pour abriter les 1,2 milliard de futurs réfugiés climatiques qui vont apparaître d'ici 2100. J'ai travaillé avec la NASA pour savoir comment on pouvait venir recycler tous les déchets plastiques du 7e continent pour venir imprimer ces quartiers flottants grâce à des déchets transformés en ressources. J'ai travaillé avec le MIT aux États-Unis, avec le professeur Dixon Despommiers, pour matérialiser le concept de ferme verticale sur la pointe sud de la Roosevelt Island, pour réimaginer le circuit court de l'agriculture du futur et proposer une nouvelle agriculture qui est cultivée en ville pour casser la boucle d'import-export et finalement mettre une architecture autour des locavores. J'ai également travaillé avec l'université de Berkeley sur la reconstruction en upcycling de la ville d'Haïti, enfin de la ville de Port-au-Prince à Haïti, en utilisant les déchets du séisme comme matériaux principaux de construction pour un village inspiré des récifs coralliens. Bref, j'étais fan de ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme, c'est-à-dire, par humilité, s'inspirer des géométries, des structures, des boucles de rétroaction qui existent dans la nature, parce que la nature est meilleur ingénieur que nous, étant donné qu'elle optimise toujours la quantité de matière utilisée en n'émettant aucun déchet et aucune pollution. J'espère qu'un jour, on pourra tous faire ça. Et donc, après ces beaux dessins, j'ai fait des conférences à l'ONU, j'ai fait des conférences à la Commission européenne, mais je travaillais chez Claude Vasconi ou chez Massimiliano Fuxas, chez qui j'ai fait mes armes, et tout le monde me disait « Retourne en Belgique, fais de la bande dessinée, tu ne seras jamais architecte de ta vie ». Bon, et là, j'ai compris que, effectivement, les choses allaient peut-être devenir impossibles. Les 3 projets que je viens d'expliquer, je les ai exposés dans 7 pavillons différents à l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Et suite à cela, j'ai été invité à des concours d'architecture dans les pays émergents, principalement en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord, où des clients potentiels m'ont dit « Il est un peu farfelu celui-là, mais je vais quand même l'inviter à concourir ». Et donc, le premier projet que j'ai gagné, à 32 ans, c'était un projet de tour résidentielle de 50 000 m², qui est ici en couverture du livre. Et donc le client me dit « Ah, j'ai bien aimé tes villes flottantes, propose-moi quelque chose pour la ville de Taipei. Par contre, tu es sûr de perdre parce que tu auras devant toi Zaha Hadid, Norman Foster et Fernando Meniz. » Et donc là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit « Eh bien, tous ces architectes, j'ai grandi avec, je m'en suis nourri quand j'étais étudiant, je les connais par cœur, plutôt du côté positif. » Et puis je me suis dit « Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune mec de 30 ans puisse gagner un concours
face à des stars internationales et des agences de 2000 personnes. Moi, j'étais tout seul à Paris, dans ma chambre de bonne de 22 mètres carrés. Et j'ai compris qu'ils étaient beaucoup sur la forme, sur le surdimensionnement de la structure, et qu'ils n'avaient pas encore intégré la fameuse révolution de Jérémy Rifkin, c'est-à-dire les énergies renouvelables et les technologies de l'information et de la communication. Du coup, j'ai voulu faire un projet qui soit un BIPOS, un bâtiment énergie positive. Il produit complètement son énergie grâce à l'intégration des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, et il recycle ses déchets en ressources, notamment grâce à des lagunes de phytoépuration qui recyclent les eaux grises du bâtiment pour venir irriguer les 25 000 plantes qui poussent dessus. Mais bon, tout ça, ça m'aurait jamais fait gagner le concours. Donc on a épluché le règlement d'urbanisme et on s'est aperçu qu'il était inscrit que tout balcon qui était recouvert par un autre balcon, 5, 10, 15, 20 étages plus haut, rentrait dans la surface constructive des 42 000 m² initiaux. Et on s'est dit, tiens, on va prendre la tour, on va la faire vriller, non pas pour des raisons esthétiques, mais bien réglementaires et écologiques, suivant la course du soleil de 90 degrés. Ainsi, on a généré 10 000 mètres carrés de balcons supplémentaires vendables par le client. Je dis, si je lui rapporte X millions de dollars en plus, il pourrait bien intégrer les énergies renouvelables et la végétalisation qui coûtent entre 5 et 15% supplémentaires par un bâtiment traditionnel. J'ai été présenter mon projet devant les 200 banquiers à Taipei. Je parlais très moyennement anglais et j'étais à moitié bègue à l'époque. Et je suis revenu à Paris. Et la nuit suivante, le client m'a téléphoné en disant « Vincent, tu as gagné, on a juste un problème, mais que tu vas parfaitement résoudre. Tu dois construire cette tour sur la plus grande faille sismique du monde au lendemain du tremblement de terre de Fukushima. » Je lui ai dit « Pas de souci, on gère. » Et pendant plus de 10 ans, j'ai fait les études, construit ce bâtiment qui a été complètement livré l'année dernière, en 2024. Tout ça pour dire qu'on nous dira toujours que c'est impossible, on nous dira toujours que ce n'est pas possible de végétaliser, de remettre de la pleine terre, d'utiliser des matériaux bio-géosourcés, ce n'est pas possible de mettre des énergies renouvelables, ce n'est pas possible de faire du bioclimatisme et de dessiner un bâtiment en fonction des données climatiques du lieu. Mais finalement, c'est possible, sauf que c'est un sport de combat. Mais ce sport de combat, et c'est un peu, ça transpire, je trouve, dans le documentaire, c'est ce qui nous fait pétiller les neurones et c'est ce qui nous fait lever de bonne humeur tous les matins. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question d'après. Donc, comme le souligne Michel Virlangeux, l'intelligence artificielle excelle dans l'exécution répétitive et fiable de tâches maîtrisées, mais la conception reste avant tout une histoire d'intelligence humaine. Alors, Soukaina, dans ce monde où le numérique et l'IA sont omniprésents, comment allons-nous interagir avec les machines ? Bonne question. Effectivement, le numérique est déjà omniprésent dans la construction. On l'a vu sur les dernières années avec l'intégration du BIM, le jumeau numérique. C'est pas que l'IA. L'IA, c'est un sujet effectivement assez récent. Et si on fait le zoom là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Virlangeux. C'est essentiel de le rappeler. Aujourd'hui, le virage de l'IA, j'ai l'impression, il est quasi incontournable. Il faut y aller pour progresser dans l'innovation, l'évolution des métiers. Être compétitif. Par contre, il y a une question de fond qui doit se poser, c'est jusqu'où on doit ou on peut déléguer cette intelligence justement à l'IA. Aujourd'hui, je pense tous ceux qui sont dans la salle, si je ne m'abuse, vous avez déjà utilisé l'IA, vous avez vu à quel point c'est performant et c'est impressionnant. Elle est hyper efficace pour automatiser, répéter des tâches, proposer des variantes, mais toujours sur la base de données qui existent. Qu'on a su faire, elle est bien entraînée. Si on revient au sujet de fond, c'est-à-dire une conception où on va créer quelque chose qui n'existe pas, répondre à un problème assez unique dans un site ou un projet plutôt unique, c'est une action qui doit rester quand même humaine. Donc pour répondre un peu à la question de quelle synergie on voit entre l'humain et cette machine, finalement, pour moi, la machine, c'est vraiment un outil qui peut être un super outil, qui va proposer, ouvrir le champ des possibilités, élargir nos possibilités de nos variantes structurelles ou architecturales, faire une ingénierie augmentée si on veut. Mais de l'autre côté, il faut que l'humain garde cette casquette critique d'interpréter, de comprendre ce qui sort de cette machine-là
et ne pas perdre ce contrôle, on va dire, de conception. Il ne faut pas créer une dépendance et ne plus savoir concevoir sans une machine. À ça, il faut rajouter, j'espère ne pas fâcher des gens, mais il faut rajouter quand même une responsabilité environnementale, parce qu'on a tendance à penser que le numérique, c'est abstrait. On ne le voit pas, on a tendance à dire que voilà, ça flotte dans l'espace, mais en fait, il y a derrière tous les centres de data, les différents terminaux, les métaux rares qu'on extrait pour les fabriquer. J'en passe, tout ce qui est effet rebond du numérique. Donc, toute cette partie-là, pour moi, aujourd'hui, le défi, avant de se projeter dans l'avenir, aujourd'hui, le défi de l'ingénieur d'aujourd'hui avant celui de demain, c'est de définir une stratégie de gouvernance et de maîtrise de ces nouvelles utilisations pour concilier cette volonté d'aller plus fort, plus loin, d'évolution, avec les limites environnementales, mais effectivement en gardant le cerveau en tête de chaîne. Merci Sokaina. Verbatim suivant, celui de Patrick Barbier. Et je vais m'intéresser à Stéphanie. Donc Patrick souligne à quel point la construction est en pleine mutation. Il donne un message d'espoir. Et donc ce secteur qui est poussé à se réinventer face à l'urgence climatique. Dans ce contexte de transformation accélérée liée au changement climatique, comment est-ce que tu imagines nos modes de vie demain ? Je pense, comme ce qui est décrit dans le film, on ne sait pas encore trop, on est dans le flou, on tâtonne un peu tous. Et l'impact de la construction dans le réchauffement climatique, comme ça a été dit, est récent comme prise de conscience. Et la vraie adaptation, elle l'est encore plus. Et finalement, ce qui est intéressant avec l'adaptation, c'est qu'on est tous touchés très personnellement. Et donc, ça nous fait réfléchir plus rapidement professionnellement aussi. Et on voit au fur et à mesure des canicules qu'il va falloir agir très vite parce qu'on est littéralement en train de cuire. Et la solution, ça ne va pas être de tout déconstruire et reconstruire un modèle parfait qui est basé sur la technologie, parce que déjà, on n'a pas le temps et on est très limité en termes de ressources matières et énergétiques. Et le risque, c'est aussi que certains projets, certaines personnes plus favorisées s'accaparent les ressources justement au détriment des autres, en faisant des méga-projets technologiques, et ce qui ne serait pas un modèle de société qui est viable. Donc moi, je pense que la réponse, plutôt dans l'avenir, c'est dans le collectif et dans la vision globale de la construction. Et donc le collectif, c'est aussi au niveau des bâtiments, des constructions, des ouvrages. Parce qu'avant, quand on construisait un bâtiment, on réfléchissait beaucoup à l'échelle individuelle du bâtiment, qui doit répondre tout à un tas de fonctions, de confort et finalement être autonome. Et or, à l'échelle pour l'adaptation, c'est plutôt une réponse de quartier, une réponse territoriale qui se pose, parce que les bâtiments, ils doivent fonctionner ensemble, les ouvrages aussi, pour des questions de végétalisation, de gestion des eaux, de gestion des matières, même de la ventilation naturelle. Donc c'est vraiment les symbioses qu'ils peuvent avoir entre les bâtiments qui va être intéressante, et justement cette matière grise qui est mise collectivement ensemble sur le contexte pour réfléchir beaucoup plus sur les espaces urbains et l'interaction avec les bâtiments. Et aussi le collectif en termes de fonctionnalité. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des bâtiments, on a un preneur, on a un certain nombre d'usages qui doivent être respectés. C'est finalement quelque chose de fermé. Et face aux catastrophes climatiques, aux canicules, il faudrait peut-être repenser ce modèle-là et voir des bâtiments plutôt comme des services qui rendent. Par exemple, il y a des réflexions avec le groupe de travail Paris 50 degrés, où face aux canicules, on cherche à créer des hébergements, des lieux de fraîcheur pour les plus démunis. Et donc on ouvre par exemple les bâtiments, les halls de bureaux climatisés aux plus défavorisés. Pareil pour les ERP climatisés, les musées, les églises, les piscines, etc. Et donc c'est vraiment ça qui va être intéressant, c'est de réfléchir à des nouveaux modes de fonctionnement et des nouvelles visions de la construction. Et c'est un pilier de l'économie circulaire, justement, l'économie de la fonctionnalité. Et donc nous, en tant qu'ingénieurs et concepteurs architectes, je pense que la responsabilité, c'est justement d'arrêter de construire des bâtiments qui seraient des gestes gratuits, qui participent au réchauffement climatique, mais plutôt d'aller construire les ouvrages et les bâtiments qui seraient la pièce manquante du puzzle et qui permettraient collectivement d'apporter des solutions au niveau territorial qui soient intelligentes, faites avec sobriété et qui nous permettent justement de vivre plus ensemble en société. Merci Stéphanie. Alors, comme le rappelle Bernard Vaudeville, les ingénieurs portent une responsabilité majeure dans l'état actuel du monde. Je me tourne vers Anthony. Face aux défis contemporains et à la nécessité de repenser nos modèles, comment imaginer le rôle et les responsabilités des ingénieurs de demain ?
D'abord, merci pour l'invitation, avant que je réponde à la question. Et puis, permettez-moi, parce que j'ai la chance d'avoir vu ce film un certain nombre de fois, mais à chaque fois, je ne me lasse pas de le revoir, parce que je le redécouvre. Et donc, permettez-moi juste de remercier à nouveau Nicolas Boulanger pour le beau cadeau qu'il a fait à l'école, mais aussi à la communauté des ponts et à nous tous qui sommes attentifs aux évolutions du monde de la construction. Vraiment, je rejoins Vincent, ça devrait être un visionnage obligatoire d'un certain nombre de nos jeunes. La responsabilité des ingénieurs de demain, en fait, je vais commencer par ingénieurs de demain, parce qu'il y en a là dans la salle, je les salue. Il faut que vous ayez en tête que les jeunes gens qui sont là, ils auront en 2045 45 ans. Donc en fait, quand je suis arrivé à l'école, moi j'avais un discours sur la responsabilité, mais que mes élèves devaient endosser, et ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier qu'à 20 ans, le discours de la responsabilité, ils ont le droit d'être jeunes aussi, donc je fais un tout petit peu attention maintenant à la manière dont je le formule. Donc ils ont beaucoup de responsabilités, mais en fait, elle est en miroir, la responsabilité, elle est autour de cette table, en fait, parce qu'ils vont grandir professionnellement dans votre ombre, à vos côtés, et d'ici à 2045, c'est là où les choses vont beaucoup se jouer. Pour répondre à la question, donc ce qu'on essaie de faire avec nos élèves et ensemble, parce que je vais y revenir, vous êtes très présents et c'est une bonne chose dans l'enseignement de nos élèves, c'est peut-être de leur donner 3 idées, 3 responsabilités. La première, et c'est ça que le film met bien en lumière, c'est la responsabilité d'être de bons techniciens, c'est-à-dire d'être des ingénieurs qui maîtrisent leur technique, leur art, les calculs, indépendamment de l'existence de l'IA, en tout cas qui, comme le dit Jacques Combeau, qui sentent ce qu'est un ouvrage d'art, ce qu'est une construction. Donc ça, pour les élèves, ils ont une responsabilité à très court terme, c'est d'aller en cours et de bosser. Comme ça, c'est dit, il fallait que je le dise. Non, la deuxième responsabilité... Mais je le dis avec un trait d'humour, mais je pense que c'est important parce que ça fait la différence de qui les ingénieurs sont dans notre corps social et de qui ils seront et du rôle qu'ils seront amenés à jouer. Je ne sais plus, je crois que c'est Raphaël Ménard qui le dit. Ça donne une forme d'assise et de capacité à voir le monde que tout le monde n'a pas. Et je pense qu'il faut chérir et entretenir cette capacité d'analyse, cette capacité à quantifier, à objectiver un certain nombre de choses. Surtout quand on voit des fois la nature des débats publics qui nous entourent. Ce qui m'amène à la deuxième responsabilité, et ça fera l'écho avec ce que disait Nicolas en entretien. Je pense qu'il y a une responsabilité peut-être nouvelle, ou en tout cas que les ingénieurs plus anciens qu'on voyait dans le film n'ont peut-être pas complètement endossé, c'est de rentrer de plein pied dans le débat public. Il y a une partie du film qu'on ne voit plus, parce que voilà, il y avait une partie dans les premières versions du film où Nicolas avait mis en exergue les mouvements contestataires sur les grands projets, sur la construction. Et je pense qu'il faut qu'on accompagne nos ingénieurs à aller au contact de ces mouvements contestateurs. Alors pas forcément contact physique, mais en tout cas à s'intéresser, à justifier pourquoi les choses sont faites, pourquoi elles ne sont pas faites. Et ça pose derrière un grand enjeu, c'est de redéfinir quelle est la notion de performance quand on est ingénieur. Et je pense que la notion de performance telle que peut-être, et je ne veux pas leur faire offense, un certain nombre des ingénieurs de la première partie du film ont vécu au début de leur carrière, n'est plus tout à fait la même. L'exemple que je reviens sur ce que disait Vincent, oser à faire autrement, oser à prendre mieux en considération les enjeux de la nature en ville et ainsi de suite, sont des choses qu'il faut pouvoir expliquer. Et puis troisième responsabilité, mais elle est très liée à la deuxième, c'est de ne pas laisser la parole aux autres, en fait. Enfin, moi, je trouve que les ingénieurs, du fait de leurs compétences, de leur manière de voir le monde, des lunettes avec lesquelles ils voient le monde, je dis les ingénieurs, mais c'est vrai des architectes, le fait de s'approprier la matérialité des choses, le fait de poser les choses en équations et en chiffres, leur impose de rentrer vraiment dans le débat public, dans essayer de... Il y a une phrase un peu qui est dite, je ne sais plus qui l'a dit, de dire en fait c'est les financiers qui dirigent les projets qu'on fait, nous on les met... je pense qu'on est arrivé à un moment où cette forme d'humilité de l'ingénieur par rapport à d'autres sphères professionnelles qui décideraient et eux seraient les mises en application, elle doit être requestionnée. Alors c'est long, c'est compliqué, notre structure sociale va mettre du temps à bouger, mais
Voilà, ne pas avoir peur d'aller au-delà de la technique et de re-questionner là où se fait la décision, parce qu'ils ont très largement une partie de la réponse. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à un autre thème donc, de notre débat, qui est qu'allons-nous construire demain? Et à ce titre, donc, je vais à nouveau interroger Vincent. Comme le souligne Jacques Combeau, qu'on voit ici, le domaine de la construction a changé d'échelle. La mondialisation nous pousse à repenser nos repères et nos ambitions. Donc, selon toi, quelle sera l'échelle de référence pour imaginer et bâtir la ville de demain? Et quels enjeux devront guider nos choix? Donc je pense qu'il y a une multiplication des échelles. Effectivement, dans les pays émergents, on est amené à construire des gros projets. Et en France, parfois, on est amené à rénover un studio de 20 mètres carrés dans la même agence d'architecture. Et donc nous, on adore ça. Ça nous permet de vivre des histoires humaines différentes. En France, pour être un peu complémentaire avec ma première réponse, on doit travailler avec notre héritage. Donc 90% du foncier est déjà construit. Et donc le challenge, ce qui nous émeut, c'est de transformer finalement notre patrimoine pour le propulser vers le XXIe siècle. Avant le livre Ville 2050, on avait fait un livre Paris 2050 qui racontait l'histoire qu'on avait écrite avec CETEC en travaillant pour la municipalité de Paris et les services de l'écologie urbaine à travers le projet Paris Smart City 2050. Ce projet, il se résumait en 2 mots, c'était la solidarité énergétique. Le fait de construire des bâtiments contemporains au-dessus des bâtiments haussmanniens, au-dessus des HLM, au-dessus du périphérique, pour finalement faire en sorte que les architectures contemporaines génèrent l'énergie dont les bâtiments historiques ont besoin, et pour valoriser le foncier. De cette étude, les grands axes se sont traduits finalement dans le plan bioclimatique, le nouveau PLU bioclimatique qui est rentré en action depuis janvier 2025, qui prône systématiquement la surélévation des bâtiments existants et la désimperméabilisation des cœurs d'îlots pour venir y planter des jardins en pleine terre reliés directement aux nappes phréatiques. Et sur ce thème de la solidarité énergétique, on a gagné différents concours, notamment la rénovation de l'hôtel des Postes au Luxembourg avec CETEC, projet qui a été arrêté. Et on a gagné aussi la rénovation des écoles militaires de Montpellier et la rénovation des thermes nationaux d'Aix-les-Bains. On parlait de débat public. Pour moi, c'est essentiel de participer au débat public. Et quand on a des idées un peu disruptives, ça peut jouer en notre faveur en tant qu'architecte. Je m'explique. Par exemple, à Aix-les-Bains, toujours la même histoire. On est en concours. Le client Bouygues Immobilier c'est exactement l'architecte qu'il désire. Et le maire propose un programme. Et donc, je pense que l'art de l'architecte et de l'ingénieur, ce n'est pas simplement de résoudre le problème qui est posé dans la question, c'est de reformuler la question. C'est de dire au maire, c'est de dire à notre client, tu ne me poses pas la bonne question, c'est pas la bonne question pour la ville, c'est pas la bonne question pour le projet, et c'est pas la bonne question pour ton portefeuille. Par exemple, pour les thermes nationaux, c'est un bâtiment qui appartenait à l'État, qui a été livré à la ville d'Aix-les-Bains, qui n'avait pas assez d'argent pour le rénover. Du coup, elle a d'abord essayé de le vendre à Vinci, et finalement, c'est Bouygues Immobilier qui l'a récupéré. Et c'est un bâtiment historique qui a été construit depuis moins de 200 ans avant Jésus-Christ jusqu'en 1960. Il retrace donc toute l'évolution des pratiques thermales en France depuis plus de 2000 ans. Donc c'est quand même génial. Et ce bâtiment, on a proposé la construction de 2 forêts verticales, mais pas n'importe où. Pas là où le client le voulait, mais plutôt que de démolir une partie du bâtiment existant, on est venu greffer la structure sur le bâtiment. On a traversé tout le bâtiment sur 3 étages pour aller chercher les fondations antisismiques. Et le bâtiment unique, on l'a divisé en 2. On a fait 2 forêts verticales et on a transformé la toiture du bâtiment, inaccessible, bitumée classiquement pour l'étanchéité, en une nouvelle place publique, ouverte, 24 heures sur 24, à tout le monde, avec une vue panoramique géniale vers le lac du Bourget et vers le Mont-Revard et la Dent du Chat, bref, vers le grand paysage savoyard. Et ça nous a fait gagner le concours
parce qu'on n'a pas résolu le problème, on a décalé la question. Et en décalant la question, finalement, on est arrivé à démontrer qu'on peut associer architecture contemporaine et architecture patrimoniale. Et la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles et des architectes du patrimoine, ont fortement appuyé notre projet en disant, eh bien, c'est ça le patrimoine. C'est le patrimoine d'hier, c'est le patrimoine de demain. Bref, c'est la solidarité énergétique qu'on a mis en œuvre. Ensuite, du coup, forcément, le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Le meilleur des bâtiments en France, c'est celui qu'on ne construit pas. Et donc, finalement, rénover le patrimoine existant et lutter contre l'étalement urbain à l'horizontale, contre l'imperméabilisation des sols, contre notre dépendance complètement folle à l'automobile, en reconstruisant, en densifiant les centres-villes historiques, nous permettent de vivre autrement. Et donc, on a développé, comme dans beaucoup de nos projets, le concept de Sky Villa, c'est-à-dire on ne va plus vivre à la campagne le week-end avec des maisons individuelles, jardins 4 façades. On ne va plus vivre dans des appartements en centre-ville parce qu'ils sont proches de la culture et des commerces, mais ils n'ont aucun espace extérieur. On va inventer un hybride, c'est-à-dire un nouveau logement qui prend l'avantage d'une maison à la campagne avec une maison en ville. Ici, par exemple, vous achetez un appartement de 50 mètres carrés, vous avez 35 mètres carrés de balcon. Et ces balcons, vous avez des vues panoramiques, car là aussi, on a travaillé avec des ingénieurs pour toujours optimiser la structure. Et on a travaillé avec des dalles en précontrainte qui sont mises en post-tension une fois chargées, notamment avec le groupe Fraissinet avec qui on travaille main dans la main, pour faire finalement un bâtiment exceptionnel par sa configuration qui réinvente la façon dont on vivait jusqu'aujourd'hui et qui, du coup, crée cette fameuse ville du quart d'heure frugal qui est mené notamment par Carlos Moreno, professeur à la Sorbonne et fondateur du concept. Merci beaucoup, Vincent. Alors, comme le souligne Yacine Bouzida, créer des lieux beaux ou utiles auxquels les habitants sont attachés constitue le socle du développement durable. Alors, je me tourne vers Élise. Dans le contexte où la qualité de vie devient un enjeu central pour nos sociétés, comment pouvons-nous imaginer la revitalisation des quartiers et leur transformation pour répondre aux attentes des générations à venir? Alors, ce que je voulais souligner, c'est que ce qu'on conçoit aujourd'hui, les appels d'offres auxquels on répond aujourd'hui, c'est ce qu'on va construire demain. Donc en fait, demain, on y est déjà. Ce qu'on sait de demain, c'est que le dérèglement climatique va engendrer la hausse des températures. La liste, elle est longue, hein, entre les canicules, les inondations, les tempêtes, les incendies, la rareté de l'eau douce, l'effondrement de la biodiversité. Il faut tenir compte de tout un tas de paramètres. Alors, d'une part, il faut adapter la ville pour qu'elle soit vivable. Pour que ça, c'est l'enjeu de société, c'est la redynamisation des quartiers, ça passera par des quartiers vivables. C'est le travail sur lequel on est, hein, les parcours de fraîcheur, la forme du bâti pour qu'elle puisse amener de l'ombre dans les rues, augmenter l'albédo, la gestion intégrée des eaux, les sols vivants, la biodiversité, la liste est longue aussi. Et puis travailler sur atténuer le bilan carbone. Moi, il me semble qu'on pourrait intégrer le bilan carbone de chaque opération qu'on fait au même titre que le C0. On pourrait se poser la question, effectivement, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Et comment on le fait? Et quel bilan carbone a ce qu'on va faire? Ça, on le fait déjà un petit peu parce que la question se pose dans certains bâtiments. C'est ce qu'a fait le Grand Paris. Poser la question quel est le bilan carbone de l'opération, mais on va rarement plus loin de se dire ok, le bilan carbone c'est ça, mais après. Et c'est aussi pour moi une analyse d'un territoire. Quand on a un territoire sur lequel on doit intervenir, on a un programme. Je pense que ça c'est pas la bonne question, comme le disait Vincent. La question, c'est plutôt qu'est-ce que peut accepter ce territoire? Comment adapter le programme au territoire? Qu'est-ce qu'il a comme réserve, comme possibilité d'eau douce? Qu'est-ce qu'il a comme infrastructure pour que les gens arrivent là sans qu'on construise des nouvelles routes? Quelle biodiversité est installée là et qu'on ne va pas détruire?
Est-ce que le recul du trait de côte va être là et est-ce que ça vaut le coup de construire là? Et du coup, c'est vraiment adapter le programme au territoire. C'est pas toujours facile. Nous, on a un projet qu'on a démarré en 2019, qui est dans la banlieue de Rennes. C'était une zone d'activité. Sauf que, question morale, cette zone d'activité, elle est installée dans un endroit où il y a des bocagères, il y a des noues, il y a des petites rivières. C'est un endroit magnifique. On a inversé la question et on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait à ce territoire? On garde toute la trame des bocagères, toute la trame hydraulique et on construit autour de cette trame. Rennes Métropole nous a suivis. Donc on n'avait pas énormément de mètres carrés finalement qu'on construisait. Je présente au maire et là le maire me dit oh madame, vous êtes bien gentille avec vos haies bocagères, mais nous on veut construire du mètre carré, donc vous reprenez votre plan. Et sur ce, il y a eu les élections. Donc avec Rennes Métropole, on s'est dit bon, on va attendre. Et c'est un nouveau maire qui a été élu. Et donc, je reviens avec exactement le même projet. Et là, ambiance différente. Il me dit « Ah, mais c'est super, on va faire comme ça, on a hâte d'y être. » Voilà, donc ça, c'était... Des fois, on y arrive. Et ensuite, on a travaillé sur ce projet-là, effectivement, sur le bilan carbone. On s'est entouré d'un AMO pour travailler comment optimiser au maximum le bilan carbone de cette opération. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, ça démarre en chantier. Et par rapport à ce que fait l'entreprise, on a recalculé le bilan carbone de l'entreprise. Et on arrive à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé de réduction de ce bilan. Donc voilà, c'est plutôt que de parler d'aménagement du territoire, moi je voudrais parler de ménagement du territoire, d'inverser cette question. Ce qui est difficile aussi par rapport à la liste à la Prévert du début de ce que je disais, c'est que on peut pas prendre des priorités dans tous les enjeux, il faut tous les aborder. Et donc c'est là qu'intervient en fait toutes les équipes, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est vraiment un travail collectif, que ce soit les architectes, les paysagistes, les ingénieurs, les entreprises qui vont construire après, mais aussi les maîtres d'ouvrage, parce que c'est eux qui payent. Et voilà, c'est vraiment ce travail collectif et croiser toutes les compétences et croiser aussi les générations dans les équipes. Ça, pour moi, c'est très important parce que c'est ça qui pousse tout le monde aussi. C'est pas évident parce que le contexte où on est aujourd'hui, on voit que les honoraires de la maîtrise d'œuvre sont de plus en plus basses, que on répond à des taux qu'on n'avait vraiment pas il y a quelques années. Et donc, intégrer toutes ces analyses et prendre le temps des études pour que le temps des travaux ait un impact réduit, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, une alerte aux maîtres d'ouvrage qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais Merci beaucoup. On passe dans le troisième temps de cet échange autour de la question chapeau qui est comment allons-nous construire? Et donc je vais faire réagir Stéphanie sur un sujet qu'elle apprécie, j'imagine, qui est l'économie circulaire. Donc Jean-Marc Gégère, lui, pose la question en tant qu'ingénieur structure, donc de la responsabilité d'un ingénieur face au patrimoine bâti. Donc avec la question de la réutilisation d'une structure conçue il y a 50 ans. Il pose la question de la prolongation de l'œuvre des prédécesseurs et de l'engagement que ça signifie pour les successeurs. Et donc plus généralement, donc c'est la question encore une fois de l'économie circulaire qui est soulevée. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta vision là-dessus, donc une perspective où les matériaux circulent et se régénèrent sans cesse de façon un peu idéale, et l'idée d'une matière employée qui appartiendrait à un flux toujours en mouvement et en régénération. Donc le réemploi en fait a toujours existé. Ça fait seulement quelques décennies qu'on l'a oublié parce qu'on a cru ou voulu croire à l'abondance et à l'infinitude des ressources.
Mais donc oui, c'est tout à fait possible puisque ça existait et c'est souhaitable. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut réunir les bonnes conditions pour le faire de manière massive. Et encore une fois, même réponse que la question précédente, si on raisonne juste à l'échelle d'un bâtiment, généralement on a des résultats qui ne sont pas à la hauteur en termes de réemploi parce qu'on est confronté à tout un tas de problématiques liées au planning, au budget, aux assurances. Et généralement, le propriétaire ne veut pas forcément récupérer les gisements qu'il avait déjà sur son bâtiment pour sa nouvelle construction. Il ne veut pas forcément non plus déposer plus pour déposer soigneusement les gisements qu'il va donner à titre gracieux. Donc ça fonctionne souvent en deçà des objectifs. Et par contre, ça devient pertinent quand on regarde plus loin, donc à l'échelle des territoires, à l'échelle des régions, puisque c'est là où on va faire des boucles de circularité qui sont vraiment intéressantes et interdisciplines aussi. Par exemple, on travaille dans des projets de renouvellement urbain où les espaces urbains sont réalisés à partir de déconstruction de bâtiments alentours. On peut très bien utiliser le béton de déconstruction pour faire des revêtements de sol. On peut très bien aussi utiliser la serrurerie, la métallerie des déconstructions avec des gabions de fraction minérale pour faire du mobilier urbain. Après, des logements sociaux peuvent bénéficier de gisements qualitatifs de bureaux déconstruits. Et inversement, des bureaux haut de gamme peuvent aussi se servir de déchets, de rebuts, qui sont retravaillés par des artisans pour faire de l'upcycling et faire du mobilier, du second œuvre de haute qualité. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, on peut tous être intéressés par les gisements des uns des autres. Il n'y a pas forcément d'aspect luxe, de non-dérésabilité, mais ça doit être organisé, facilité à un niveau supérieur, avec des espaces d'échange, des possibilités d'avoir des boucles de circularité. Et donc ça, c'est à l'échelle de territoire, c'est à l'échelle de bailleurs sociaux, de promoteurs immobiliers. Et c'est des choses qui sont en train de voir le jour finalement assez vite. Par exemple, on travaille avec la métropole du Grand Paris, qui, avec leurs partenaires, ont créé la plateforme BTP Match, qui de manière très concrète permet aux acteurs du territoire de proposer des matériaux, d'en récupérer aussi. On travaille aussi sur des projets d'ANRU, où là, il y a un programme très clair des constructions, des réhabilitations, constructions. Donc on peut vraiment prévoir et planifier les boucles de circularité. Donc il y a beaucoup d'occasions en réalité sur nos projets. Et ensuite, nous, en tant que concepteurs, ingénieurs, architectes, on a la responsabilité aussi de se poser la question, quand on travaille sur un projet, de qu'est-ce qui va se passer autour, qu'est-ce qui va se déconstruire, qu'est-ce qui va se construire, est-ce que je vais pouvoir faire profiter de mes gisements à des autres projets, est-ce que moi je vais pouvoir en récupérer aussi. Et important, quels sont les acteurs de l'économie circulaire sur le territoire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui travaillent aussi beaucoup là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment ces espaces de dialogue, d'échange qui vont permettre la massification du réemploi et donc de sortir un peu de sa bulle. Merci Stéphanie. Alors, nous allons aller vers une autre question. Comme le souligne Raphaël Ménard, pour innover dans la construction, il est nécessaire d'anticiper et d'expérimenter. Donc, dans cette dynamique, je me tourne vers Soukaina. Quelles seront les nouvelles pratiques professionnelles à adopter ? Comment l'innovation en conception et en matériaux pourra-t-elle transformer nos métiers pour répondre aux enjeux écologiques et sociétaux ? Merci pour la question. Effectivement, je suis complètement d'accord avec M. Ménard dans le film. Il ne faut pas attendre que la réglementation soit mise à jour et publiée pour dicter l'avenir. Aujourd'hui, elle suit les tendances des pratiques. Et aujourd'hui, ce sont ces pratiques-là qu'on cherche à réinventer, justement. On peut les réinventer suivant plusieurs axes. On en a parlé, par exemple, le réemploi dans la vie de conception. Donc, ça change un peu comment on attaque un projet en phase très amont, dès la conception, comment on anticipe son réemploi, non seulement pour ses matériaux, mais aussi, on avait creusé le sujet, même chez CETEC, de réemployer des éléments structurels complets, même si la réglementation, à ce stade, n'est pas encore arrivée à suivre. Il y a aussi le fait de, toujours dans le même esprit, dès la phase amont du projet, anticiper la réversibilité, par exemple, des bâtiments. Aujourd'hui, la notion commence à émerger dans les projets, mais c'est encore un peu timide. C'est cette notion un peu d'anticiper la prochaine vie, une deuxième, voire une troisième vie du bâtiment. Aujourd'hui, c'est un logement, je veux en faire du bureau, ou même pour ces réhabilitations prochaines. Voilà, c'est des méthodes de réflexion dès le début du projet et sa conception qu'il faut intégrer. Il y a aussi l'axe des matériaux, justement, il en parle. Aujourd'hui, par exemple, toujours dans le domaine du bâtiment, on voit de plus en plus de bois, et tant mieux. Par contre, sur les autres matériaux, surtout pour la structure, c'est encore un peu
timide et un peu difficile à intégrer. Là, sur un de mes projets, on a de la pierre structurelle, hein, mais aujourd'hui, la réglementation ne couvre pas tout. Donc, bien sûr, on veut l'utiliser, on ne se bloque pas, on se gratte la tête avec des collègues un peu plus spécialisés, on trouve des solutions, on propose des solutions pour justement implémenter ce genre de solutions, même si la réglementation, comme j'ai dit, ne couvre pas ces parties-là. Et ce qui est important dans cette dynamique de proposer des solutions qui n'existent pas encore, c'est, comme le dit aussi dans le film, il faut donner ces retours d'expérience sous forme de cours aujourd'hui aux nouveaux ingénieurs pour que demain, ils soient déjà armés un minimum avec ce qui a déjà été fait pour proposer ces solutions-là et les pousser encore plus pour faire bouger les lignes des normes et des réglementations pour qu'elles soient publiées. Donc aujourd'hui, voilà, je suis tout à fait d'accord, il faut récapituler tout ce qui s'est fait déjà en France parce que je sais que dans le monde, les réglementations sont un peu plus flexibles, donc il y a plus de choses. Mais déjà, de ce qui s'est fait en France en termes de terre crue, de pierre, de bois, vraiment capitaliser sur ce REX et l'enseigner dans les écoles pour faire bouger l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Soukaina. Ultime question pour Anthony. Et ultime réponse, du coup. Donc, nous avons... Ah, je suis allé un peu vite, pardon. Hop. Donc, le chef du département, directeur du département génie civil. Voilà, c'est dur, c'est pour ça, en plus, il parle de brouillard. Et donc, en quoi, justement, les ingénieurs peuvent, à l'avenir, et dès à présent aussi, peuvent apporter une forme de clarté au milieu du brouillard qui s'annonce. Donc, la question est la suivante. Beaucoup d'enjeux ont été évoqués, mais qui seront les gens avec qui on va travailler pour transformer la ville et les territoires? Question de formation, comment anticiper, les former, et est-ce qu'on sent déjà des prémices dès aujourd'hui de l'appréhension de ces problématiques? Merci pour la question, et puis après ce qu'a dit Soukaina, c'est facile en fait de répondre. Ce qui est intéressant quand on est dans une école comme l'École nationale des ponts et chaussées, c'est que tous les ans, on accueille des jeunes gens qui ont 20 ans. Alors c'est très sympa, c'est juste, ça vous rappelle que tous les ans, vous avez un an de plus et eux ont le même âge, mais ça, on s'y fait avec le temps. Mais ils viennent avec ce qu'ils ont acquis pendant ces 20 dernières années, ce qu'on leur a mis en tête, ce qu'ils ont rencontré, et puis ils ont une attention par rapport au monde qu'on leur lègue qui est à vif. Pas tous. Moi, je pensais qu'ils allaient tous être comme ça en arrivant, pas tous, mais un certain nombre le sont. Et donc, ça pousse effectivement à se demander, mais finalement, quels sont les outils qu'on peut leur donner pour réussir à exprimer cette volonté-là de transformer le monde, en tout cas d'en prendre soin et de le remettre sur des rails un peu plus durables. Et je rebondis complètement sur ce que disait Soukaina, c'est en fait, je ne sais pas dire ce que sera l'ingénieur idéal en 2045. Par contre, je sais dire... Enfin, en tout cas, je sais faire une hypothèse sur la manière dont on peut les accompagner. Le premier, j'y reviens, la mécanique des milieux continus, les tenseurs, ça fait la force des ingénieurs, c'est pas mal qu'ils l'apprennent et qu'ils le... Je le dis exprès parce qu'ils sont dans la salle et que je sais ils savent à quoi je fais référence. Non, mais c'est un passage obligé parce que c'est ce qui fait leur différence en tant que technicien au sens plein et entier du terme sur le marché du travail. Et après, face aux questions qu'on évoque depuis tout à l'heure, malheureusement, les tenseurs vont être de peu d'utilité. Donc il va falloir avoir une autre méthode d'apprentissage, et cette autre méthode d'apprentissage, elle est celle que l'on chérit, qu'on le développe depuis 280 ans à l'École des Ponts, et on va continuer à le faire le temps qu'il faudra, c'est de mettre au contact ces apprentis ingénieurs de ce qui se fait au quotidien et des transformations qui sont en cours dans les entreprises, de ces réflexions-là que vous menez dans ces projets-là. En fait, de toutes ces limites que vous apercevez du fait de notre cadre normatif, du fait des précautions qu'on prend sur les quantités de matière qu'on met dans tel projet et ainsi de suite, qui ne se voient qu'au contact du projet, qui ne s'apprennent pas dans les livres, quoi. Et donc c'est pour ça qu'à l'école, surtout en deuxième et en troisième année, c'est important pour nous qu'il y ait cette forme de compagnonnage qui se passe de génération en génération. Et quand je disais tout à l'heure, la responsabilité, elle est d'abord de ce côté-là de la table, c'est qu'en fait, vous avez une énorme responsabilité, vous qui nous faites l'amitié et l'honneur de venir leur enseigner, c'est de, en fait, leur donner à la fois ce que vous avez appris, et puis toutes les limites de votre savoir aujourd'hui, en disant, il y a des trucs, on l'a testé, on voit bien qu'il y a des contraintes, ça va être à vous de les lever demain. Et en fait, c'est ce chemin fait main dans la main qui fait qu'on amènera
demain sur le marché de l'emploi des ingénieurs qui, à défaut d'avoir des solutions toutes faites, auront un rapport par rapport à l'enjeu qui sera le bon, auront cette audace que Vincent a évoquée de en fait, poser les bonnes questions ou les mauvaises questions, en tout cas poser les questions que d'autres ne se posent pas, et ils sauront le faire parce qu'ils ont été nourris, ils auront été riches de ces retours d'expérience. Donc je dis ça parce que, et après je me tais, je vois poindre dans la presse, ici ou là, des critiques sur le lien entre les écoles d'ingénieurs et les entreprises, le fait que ça orienterait dans la mauvaise direction les esprits de nos jeunes diplômés qui ne sauraient pas penser différemment que leurs anciens. En fait, moi je pense que là, c'est tout autre, et ce que j'entends ce soir me conforte dans ça. C'est au contraire, c'est au contact de ces contraintes rencontrées sur le projet, des tentatives et des expérimentations qui ont été faites par leurs anciens, que nos jeunes apprentis ingénieurs pourront se sentir pleinement outillés pour relever le défi qui est devant eux, c'est-à-dire de poursuivre le combat, le défi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on avait prévu une séance d'échange et de questions-réponses avec la salle, mais vu l'heure, je propose qu'on reporte cette séance autour du cocktail convivial. Mais sauf si Michel a une question. D'abord, merci beaucoup. Je voudrais remercier Nicolas de ce super film. Et pour la transition très habile entre l'ancienne génération et la nouvelle. Parce que l'ancienne génération qui apparaît au début du film, elle a fait des choses absolument incroyables. Ils ont relevé des défis techniques, technologiques, qu'ils ont pu faire d'ailleurs, certains avec des scientifiques. Il n'y a pas une dichotomie si forte entre les ingénieurs et les scientifiques. Et en particulier, si on prend juste l'exemple de la fondation du pont de Riant-Antirion, s'il n'y avait pas eu à la fois Pécaire et Salançon, le truc ne se serait pas fait. Donc c'est un truc absolument inédit dans le monde. Et donc ils sont arrivés à faire des choses totalement inédites technologiquement. Et cette fameuse transition, au fond, c'est que sur des sujets qui dépassent ces technologies ou la performance technique, ils sont un peu plus secs. Et là, bravo pour la transition d'avoir mis les plus jeunes dans le panel pour dire, voilà, au fond, on ne sait peut-être pas tout faire aujourd'hui, mais on a l'espoir de ces jeunes qui se posent les bonnes questions et qui ont des éléments de réponse et ils savent qu'ils vont travailler, ils s'engagent à travailler là-dessus. Donc, j'ai quand même une question. Hein. Ma question, c'est au fond, pour rebondir sur ce que tu disais, Anthony, c'est quels seront les gens qu'on va embaucher dans 20 ans ? Moi, je suis rentré chez CETEC il y a 20 ans, là on se projette dans 20 ans, et au fond, je sais que je ne m'embaucherai pas moi-même aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et on a des éléments de réponse dans le film où on voit, tiens, c'est pas uniquement des ingénieurs qui sont super forts pour répondre aux questions. On voit déjà apparaître le binôme ingénieur-architecte ou le couple ingénieur-architecte. C'est une césure qu'on a faite il y a 300 ans. L'école des ponts, on en est quand même grandement responsable. Il y a 300 ans. Donc, mais on recrée effectivement ce binôme-là qui pose à la fois les bonnes questions et sait y répondre. Mais je suis assez confiant vis-à-vis des ingénieurs, c'est que quand on leur lâche la bride, sincèrement, ils se reposent la question. C'est-à-dire qu'on a fait un concours, est-ce qu'on peut imaginer de faire de la construction bas carbone et comment on ferait ? Et on a décerné des prix, alors il y avait de la techno, et puis il y avait aussi des gens qui se sont lâchés sur la question et qui ont dit, moi je reformule la question, et au fond on a décerné le prix de l'audace à ces jeunes-là. Donc je me retourne vers les jeunes qui sont derrière moi, et la prochaine fois qu'on vous pose une question sur les tenseurs, vous pouvez reformuler la question. Dire non, c'est pas une question bien posée, je vais en formuler une nettement meilleure. Donc, quels seront, d'après vous, les uns et les autres, les bons profils qu'on devra embaucher aujourd'hui pour répondre aux problématiques dans 20 ans ? Architecte, ingénieur, économiste, sociologue, c'est quoi ? C'est quoi la bonne recrue aujourd'hui ou le panel de bonnes recrues qu'on doit embaucher aujourd'hui pour répondre aux questions de demain ? Merci Michel pour cette question éminemment simple. Je fais une réponse très courte, mais qui va dans ton sens. Je pense qu'en fait, effectivement, les ingénieurs de demain n'auront plus le loisir de se cacher derrière leur technicité s'ils veulent être au centre du jeu.
Et donc, je suis d'accord, il faudra, mais c'est des modifications assez profondes aussi dans la manière dont on enseigne et dans la manière dont on fait évoluer notre offre de formation, faire des gens qui sont capables à la fois de maîtriser les tenseurs, en tout cas la technicité. Parce qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, mais je veux dire, cette valeur-là, elle ne peut pas disparaître au prix de la complexité des autres problèmes. Mais elle ne suffit plus, donc il faudra ça, et en plus, il faudra qu'ils soient capables de s'approprier la complexité des sujets, et donc d'aller chercher, parce qu'il n'y a pas d'homme ou de femme orchestre en ingénierie, par contre d'être chef d'orchestre, et donc d'aller chercher les sociologues, les écologues, qui en fait... Et là, je vais prêcher pour ma paroisse. Des choses que les écoles comme l'école des Ponts ont quand même aussi beaucoup fait par le passé. Enfin, je veux dire, je reviens sur les figures qu'on voyait. C'est aussi, au-delà d'être de très bons techniciens, c'est aussi de grands managers de projets. Donc, ils ont su s'entourer. Je ne sais plus lequel d'eux dit c'est savoir faire des équipes. Voilà. C'est juste que les équipes qu'ils auront à constituer sont peut-être plus diverses sur des espaces de technicité qu'ils ne maîtriseront moins eux. Mais s'ils veulent rester dans la course, on devra leur apprendre à savoir mélanger et faire travailler ensemble ces gens qui viennent avec leur rapport culturel, leur rapport technique. Et puis, dernier point, ce que disait tout à l'heure, je pense Stéphanie, sur le collectif, accepter, tu as dit de lâcher la bride, de rentrer dans la mêlée et de pleinement jouer ce rôle, d'être le poil à gratter, d'aller au contact de gens qui ne sont pas d'accord et de se mettre un peu en risque dans cet effort de conviction. J'étais trop long dans ma réponse. Je veux pas... Merci. Alors, pour conclure et pour clore ce débat, on va vous proposer un tour de table inspiré du film. En un mot, selon vous, qu'est-ce qui attend les ingénieurs et l'architecte de demain? Qui veut commencer? Moi, je dirais que c'est pouvoir intégrer deux paramètres qui sont D et E dans toutes les équations, y compris les tenseurs, qui sont durabilité et écologie. Pour moi, le plus grand défi qui les attend, c'est de garder, comme je disais tout à l'heure, un esprit critique. Parce que dans un monde où on est en transition numérique incontournable, il faut savoir ne pas reposer entièrement sur cette nouvelle technologie, mais garder vraiment cet esprit critique et savoir faire les choses indépendamment. Un mot qui a été beaucoup dit, c'est la responsabilité, et ça passe par justement la multidisciplinarité et la curiosité envers un ensemble de domaines, et justement pour essayer d'avoir une casquette avec une vision globale dessus. Donc pour moi, c'est la démocratie participative. Donc il faut savoir qu'avant, on avait des clients. Maintenant, nos clients, c'est les futurs habitants, pas simplement des immeubles que l'on construit, mais des quartiers dans lesquels ils s'insèrent. Concrètement, nous menons presque un concours sur 3. Le maire dit « Moi, je ne choisis pas le projet. Par contre, je te remplis le palais des congrès avec 1200 personnes. J'invite les 3 architectes à présenter 2 projets différents et je fais voter avec des petits papiers blancs les habitants. Et les habitants peuvent dire « Je préfère ça, je voudrais plutôt ça comme fonction, plutôt ça comme matérialité, ça comme végétalisation. » Et du coup, par rapport à l'architecte Fouxas pour qui je travaillais, qui m'envoyait un gribouillis par fax au début des années 2000 et qui venait après qu'on ait gagné le concours en me disant « T'as pas respecté ma courbe », c'est pas du tout le même processus, c'est pas du tout le même rôle d'architecte. Nous, on doit vraiment, et c'est vrai qu'on est quand même un peu une petite secte dans le milieu du BTP, on a plein de mots techniques, de résilience, de sobriété, de frugalité, de biosourcé et tout, mais personne ne comprend ce qu'on dit en fait. Et du coup, on doit apprendre à être pédagogue, on doit apprendre à être professeur, mais pas professeur d'école, mais professeur dans la vie de tous les jours. Et c'est compliqué parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et moi, le défi le plus grand que je vois pour eux, c'est de renouveler la passion et l'enthousiasme. Parce qu'il y a un truc qui à la fois attire toujours mon attention et qui me rend très heureux, c'est de voir à la fois la manière dont les gens qui sont dans le film parlent de leur métier, de voir les personnes qui sont autour de cette table qui parlent de leur métier. J'ai la chance de faire des amphis de parrainage où on fait venir des alumni. À chaque fois, c'est des grands moments parce que les gens parlent avec passion et enthousiasme. Or, on vit un moment et les questions sont graves, compliquées, il n'y a pas les réponses simples. Et donc, on peut tous, et puis je ne vous fais pas un couplet sur la politique française en ce moment, mais on pourrait tous être
inclinés à un peu de déclinisme ou de défaitisme, et il faut éviter que ça nous guette. Et donc leur plus grand défi, c'est en 2045 de parler de leur métier avec le même enthousiasme que ceux qu'on a vus dans le film. En tout cas, merci à tous et à toutes pour la richesse de nos échanges, pour votre engagement. Merci donc à Nicolas aussi pour ce film qui a fait réagir nos intervenants. Donc c'est un débat qu'on a souhaité effectivement en réaction au film et pas un débat entre intervenants. Et puis nous vous invitons maintenant à poursuivre la discussion autour du cocktail convivial qui est juste à côté.